de loin, mais nous-mêmes, individuellement, il ne faut pas se voiler la face, on va tous vieillir, on va tous se retrouver dans ces situations-là. Et démographiquement, c'est catastrophique parce que ça va doubler. D'ici 2050, le nombre de personnes âgées, on est à 2 millions de personnes dépendantes, ça va passer à 4,5 à 2050. C'est énorme. Et en face, on a aujourd'hui 830 000 auxiliaires de vie, aide à la personne. Il manquerait 300 000 personnes. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le secteur, il est moribond parce que les femmes, elles s'arrêtent, elles sont en arrêt maladie ou alors elles démissionnent parce qu'elles n'en peuvent plus, en fait. Donc, la question du recrutement, effectivement, elle se pose. La question de l'attractivité aussi de ces métiers, elle se pose. Et effectivement, se pose aussi le regard qu'on porte sur le travail de ces femmes. Dans un des débats que j'ai fait, je me souviens d'une dame qui disait justement qu'elle était un petit peu embêtée parce qu'on lui avait mis une très jeune fille qui sortait de l'école, qui avait un bac spécialisé auxiliaire de vie et qui ne savait pas faire en fait, qui était un peu démunie, qui était un peu déconnectée, qui n'avait pas vraiment de formation autour de la question de la maladie. Et qu'elle était très embêtée par la difficulté de bien prendre en charge sa maman, et qu'elle s'est elle-même posé la question de savoir pourquoi cette très jeune fille se retrouvait là avec sa mère dans ces conditions-là. Et c'est une vraie question. C'est une vraie question. Moi, j'ai été obligée de remplacer 2 ou 3 jeunes qui étaient 10 fois plus diplômés que moi, mais qui ne savaient pas faire avec les personnes âgées et qui n'avaient pas envie d'être là et qui n'étaient pas suffisamment peut-être mûrs pour affronter les difficultés d'une personne âgée en situation de dépendance. Mais je suis d'accord avec vous, en effet, la question de, même plus largement, le secteur se porte mal et c'est difficile, c'est vraiment pas évident d'arriver à faire prendre conscience de ça et que nous, collectivement, on regarde ça vraiment en face. Et effectivement, je pense que le film permet ça, de le voir en tout cas, de se rendre compte de l'autre face d'une même pièce. Pour moi, c'est les deux facettes, c'est les femmes qui s'occupent des personnes âgées et les personnes âgées. Et évidemment, ça ne peut passer que par un renforcement des conditions de travail. Le problème, c'est que la filière, elle est à la fois très dynamique, parce que la silver economy se porte vraiment très très bien. Ça génère beaucoup d'argent, beaucoup de millions d'euros. Il y a des fonds d'investissement, il y a des banques qui investissent dans des EHPAD, c'est du locatif. Il y a vraiment un super business autour de la silver economy. Mais à côté de ça, les conditions de travail des femmes, elles restent catastrophiques. Et la filière, il y a 7 conventions collectives différentes, il n'y a aucune unicité. On peut être payé avec des salaires très différents, au bon vouloir des prestataires de services. Donc il y a aussi les associations, il y a aussi le public. Donc il y a plein de sortes de gouvernances différentes qui emploient ces auxiliaires de vie. Et donc il n'y a aucune... Il n'y a pas d'unicité, il n'y a pas de... On ne peut pas faire appel à une convention collective pour être mieux rémunéré, pour avoir par exemple une meilleure mutuelle ou pour y avoir un 13e mois. Voilà, si une mairie, elle décide à un moment donné de donner les meilleures conditions de travail à ses auxiliaires de vie, elle peut le faire. Mais tout ça, c'est aussi dépendant de ce que l'État et les départements peuvent apporter en termes de budget. Et la loi grand âge, elle a été superbement enterrée et ça devait abonder en ce sens-là et ça ne l'a pas été en fait. Et effectivement, je dis la même chose que vous. Demain, il n'y aura pas une manif de personnes âgées dans la rue pour demander à être mieux traités ou pour demander que leurs auxiliaires de vie soient mieux rémunérés. Donc évidemment, c'est un public fragile. On fait un peu comme on veut, on fait ce qu'on veut. Donc effectivement, si c'est pas nous, citoyens individuellement, qui prenons
ce thème à bras-le-corps, personne ne le fera à la place des personnes âgées. Mais aujourd'hui, quand même, voilà, je voudrais quand même un petit peu positif sur le fait que les auxiliaires de vie se prennent en main quand même, et que ça, c'est très nouveau et c'est très important parce que c'est un début de visibilité, c'est un début de prise en compte de la pénibilité du travail qui est vraiment très forte, qui dépasse même le BTP à certains endroits. Dans la mesure où, en commission des lois, quand François Ruffin explique qu'il peut pas voter contre il ne peut pas voter pour sa propre proposition de loi, c'est précisément parce que en commission, elle a été vidée de sa substance et que voter pour impliquerait de voter pour quelque chose sur lequel il y a son nom, mais dans le contenu duquel il ne se reconnaît pas. Et donc, oui, effectivement, il y a le travail, le rapport est porté par François Ruffin et Bruno Bonnell. Bruno Bonnell, je pense, a porté, dans la mesure du possible, ce rapport et ce travail auprès de ses collègues, mais ils se heurtent vraiment, ils se sont heurtés tous à une discipline de groupe. Alors après, savoir ce qu'il y a exactement dans la tête de Bruno Bonnell, je n'irai pas jusqu'à tenter d'essayer de le savoir. Mais pour En Marche, accepter un rapport, accepter une proposition de loi qui nous semble de bon sens, mais qui est portée par François Ruffin, qui est portée par la France Insoumise, est tout simplement inacceptable. Les souvenirs sont bons, je crois que quelque chose comme 99% des amendements ou des propositions qui ont été déposées par François Ruffin ont été refusées. Il y en a qu'un qui a été. Oui, il n'y a qu'une proposition qui a été. Tellement ça aussi qui achoppe, c'est que ça va coûter de l'argent et que reconnaître un statut aux personnes qui font les métiers du lien, leur reconnaître aussi un salaire décent, ça va coûter de l'argent. Et c'est ça aussi, c'est les limites aussi de la bonne volonté de Bonnet et de François Ruffin. À un moment donné, c'est qu'il se cogne contre le mur de l'économie aussi. Et c'est ça qui est important. La précarité. C'est-à-dire que le maintien à domicile, ça coûte extrêmement cher. Si on se mettait à rémunérer le temps de trajet des femmes qui vont d'une personne à une autre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ça fait monter le budget très très haut. Là, on est même plus, ça serait même plus cher qu'une prise en charge en EHPAD. Mais effectivement, c'est des choix politiques. Et moi, je pense que une société évoluée se mesure à la manière dont on traite les personnes fragiles, que ce soit les plus âgés ou les petits, et comme on voit d'ailleurs aujourd'hui sur les questions de la situation des enfants maltraités. Il n'y a rien pour le moment qui est pris en charge. Dans le film, on voit aussi le sort qui est fait aux AESH. AESH, ça veut rien dire, c'est un acronyme, c'est pas des AESH, c'est des femmes qui sont là pour soutenir les enfants qui sont en situation de handicap et qui aujourd'hui ne peuvent pas le faire décemment parce qu'elles sont précarisées, parce qu'elles doivent aller dans telle école, à tel endroit, et donc évidemment elles peuvent pas comprendre les pathologies, prendre le temps de comprendre les pathologies des enfants qu'elles suivent et vraiment faire un accompagnement digne de ce nom qui ferait que l'école elle est inclusive en fait et qu'elle permet à des enfants handicapés de se mélanger avec des enfants qui n'ont pas de problème particulier. Donc c'est vraiment un ensemble de choses, c'est pas juste la question oui, ça coûterait extrêmement cher et ça serait un choix délibéré de société qui n'est pas celui qui est fait aujourd'hui. Voilà, clairement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et en plus, on est dans un choix de société ultra-libéral, donc je crois pas... Enfin, moi, je pense pas que ce soit anodin ou que ce soit juste parce que c'est la France insoumise. C'est Macron... il est là pour précariser, contractualiser la fonction publique, par exemple. Là, on est en plein dedans. Donc, il va pas créer un statut qui va garantir des droits aux gens. Enfin, ça me paraît contradictoire. Oui, complètement. Oui, c'est pour ça que je relie ça aussi
à la silver economy et au fait que ça génère énormément d'argent, que ça apporte beaucoup de bénéfices à certains, et c'est un peu toujours les mêmes en fait. C'est les fonds d'investissement, les banques. Si vous regardez dans le livre, j'ai une partie où je détaille un peu le fonctionnement. Les gens qui ont des sous, ils sont invités à acheter une chambre d'EHPAD pour la louer parce que c'est très très lucratif, que c'est défiscalisé, que c'est sûr d'être loué toujours, et que voilà, vous faites un super investissement. Donc ça favorise qui et ça tient sur quoi? Et effectivement, ce modèle-là, tel qu'on est aujourd'hui avec ce triptyque public, associatif, privé, lucratif, ça tient sur de la précarité. Le système, il marche sur de la précarité, mais comme par exemple les saisonniers agricoles, ça tient sur la précarité. Il y a plein de domaines qui tiennent sur la précarité. Le BTP, si on enlève les gens qui travaillent au noir, le BTP, je ne sais pas comment il tient. Donc c'est effectivement, on est là face à un rouleau compresseur de précarisation qui est extrême. La machine, là, elle est très difficile, la tendance est très difficile à inverser. Mais j'ai envie de dire un peu comme toujours, pour beaucoup de choses, la bagarre, elle fait commencer maintenant, en tout cas du côté des auxiliaires de vie. C'est vraiment maintenant que ça commence, ça a commencé il y a 1 an, et voilà, la question de aussi la prise de conscience de ses propres conditions de travail. Il y a des femmes qui acceptent et qui disent rien parce qu'elles n'ont pas le choix. Ces mêmes femmes, il y a 1 an, elles ne disaient rien. Aujourd'hui, c'est des femmes, comme on le voit dans le film, qui apprennent à prendre la parole, qui ont de la dignité, qui sont fières du travail qu'elles font et qui en parlent très très bien. Et ça, c'est... Voilà, on parlait de révolution individuelle. Là aussi, il y a une petite révolution individuelle qui est en train de se faire, et ça, c'est très positif, c'est très important. Et c'est par là que ça commence. Sinon, on rentre, on va se coucher, et puis on fait rien, quoi. Et c'est pas le message du film, et c'est pas non plus ce que moi je vois aujourd'hui sur le terrain avec ces femmes et ces auxiliaires de vie qui se prennent en main, en fait, parce que ça vient par le bas, ça vient par la base. Et c'est là que ça devient intéressant, quand les gens eux-mêmes se mobilisent et se disent « mais en fait, c'est pas acceptable ce que je suis en train de faire, je suis pas reconnue, c'est pas acceptable. Comment je fais pour mobiliser, pour montrer aux autres que mon travail il est important, qu'il a du sens, et que j'ai le droit d'être considérée par la société, par les autres, et par mon employeur aussi. » Et sur ce point-là, on a un très bel exemple récent qui est à peu près concomitant du tournage du film, qui est celui de la lutte des femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles, qui ont lutté pendant 22 mois. Alors parmi les émissions où telle ou telle d'entre elles intervenait, j'ai été particulièrement marqué par l'intervention de l'une d'entre elles dans un podcast de France Culture, Les Pieds sur Terre, je crois, où elle expliquait que pendant plusieurs mois, donc même s'il y avait la caisse de grève, les conditions de vie quotidienne étaient rendues extrêmement compliquées, et à un moment donné, son fils lui dit « mais écoute, là ce serait bien ce week-end qu'on aille faire un McDo », puis elle lui dit je suis désolé, mais là voilà, on est engagé dans la lutte depuis plusieurs mois, là ça ne va vraiment pas être possible. Et donc malgré la difficulté de cette grève, elles ont tenu donc pendant les 8 mois de grève et ensuite les 14 mois qui ont suivi, et la même, du coup, donc elle avait cette disons pression, et même sa sœur qui lui disait à côté « mais vous y arriverez pas, vous y arriverez pas, vous y arriverez pas », et qui a été la première à la féliciter une fois qu'elles ont eu gagné. Et maintenant, justement, il leur arrive régulièrement d'être interviewées, d'intervenir pour expliquer que oui, la lutte peut payer. Il y a eu justement un début de grève dans une autre chaîne hôtelière, et lorsque les gens ont appris qu'il y allait y avoir une intervention d'une ou plusieurs des femmes des Ibis des Batignolles, ils ont dit non mais arrêtez, on va négocier. Ça paye. Pas une unité de lieu. Les femmes, elles sont elles sont partout.
sur le territoire. Et on est très isolé quand on travaille. Moi, j'en ai fait l'expérience. On croise rarement ses collègues, on peut rarement échanger. J'ai pas eu, en 8 mois, une seule réunion de l'entreprise pour savoir si des choses se passaient bien ou pas, ou un retour, ou je sais pas moi, une possibilité de se former. Enfin, j'avais aucun contact. Le seul contact qui devenait intéressant, c'est quand je disais mais en fait je vais démissionner. Et là il me disait ah bon, mais pourquoi vous allez démissionner? Attendez, venez, on va discuter. Et là là on discute, mais sinon pendant tout le temps de travail, voilà, tant que ça roule et que les gens ils sont contents, on continue et chacun dans sa case. Et c'est extrêmement difficile de faire sortir chacune de ces femmes de ce tunnel pour leur dire que non, c'est pas normal la manière dont elles travaillent et la manière dont elles sont traitées, et que oui, c'est possible de se mobiliser. Mais évidemment, c'est du bénévolat. Enfin, je veux dire, le temps qu'on investit dans la lutte, on peut pas arrêter de travailler. C'est beaucoup des femmes très précaires. Donc, et bon, la nuance aussi, c'est qu'elles étaient très soutenues par la CGT et que là, c'est pas forcément c'est bien sûr la CGT, il y a des femmes d'ailleurs qui sont dans le collectif, qui sont dans la CGT aussi, mais c'est pas, elles vont pas décréter demain de faire une grève collective, parce que c'est très compliqué de faire ça en fait, très compliqué. Comme dans le milieu hospitalier, les infirmières, les infirmiers, ils ont pas beaucoup de possibilités de débrayer parce qu'ils ont affaire à des humains qui doivent être soignés, et voilà. Donc c'est très difficile et c'est un cran au-dessus de difficulté, je pense, par rapport à une lutte dans une unité de lieu. Oui, mais ce qui me frappait justement par rapport aux églises des Batignolles, et la raison pour laquelle justement j'avais envoyé dessus après ce que tu disais, c'était que ce sont des personnes qui ne sont pas habituées à tenir une parole publique et qui, au fil de cette lutte, l'ont fait. Et c'est précisément ce que font par exemple les femmes qui sont engagées dans le collectif de la force invisible des aides à domicile. Et donc effectivement, plus l'exercice du métier est atomisé et plus il est difficile de créer un collectif qui permet ensuite de prendre conscience de la réalité de ce collectif et de la réalité de la force qu'on représente ensemble. Mais il n'en reste pas moins que il y a cette possibilité effectivement d'émancipation et de prise de conscience que on peut exprimer les difficultés du métier. Et effectivement, quand vous regardez leur Facebook, les Facebook qui sont ouverts, il suffit de s'inscrire et en général tout le monde est accepté. Et on voit très bien en fait comment elles partagent leurs problématiques. Hein. Elles disent voilà, moi l'avenant 43, mon entreprise elle l'a pas appliqué, j'ai pas vu l'ombre d'une augmentation, j'ai tant d'ancienneté. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc il y a un partage comme ça d'expériences qui est très intéressant parce qu'il y a des gens qui disent ah mais au secours, j'ai besoin de faire une rupture conventionnelle, je sais pas comment faire. Et il y a des réponses. Et donc du coup forcément on se sent moins seul, on sait qu'on aura une réponse, on est un petit peu aiguillé, on est soutenu, on est aidé, on n'est plus tout seul. Alors oui, on est tout seul derrière son ordinateur, mais c'est un premier pas, c'est peut-être le bon côté des réseaux sociaux, c'est justement qu'elles sont en lien sur tout le territoire et qu'elles ont réussi à faire des comités régionaux en fait partout avec des représentantes et des représentantes dans chaque région. Donc ça c'est bien, et c'est aussi grâce à elles que le film est accompagné et qu'il peut y avoir aussi une parole puisqu'elles sont partenaires du film en fait de François Ruffin et de Gilles Perret. Voilà. Est-ce que vous avez des questions encore? Elle le pense comme ça, c'est dommage que Sabrina soit pas là parce que c'est rare que les gens se posent cette question de savoir comment elles-mêmes en fait elles vont pouvoir se payer une retraite. On sait très bien que ça coûte extrêmement cher l'EHPAD et que pour les personnes qui sont en situation de précarité, moi par exemple je passais chez des gens où c'était très sale, c'était une catastrophe totale, c'était du laisser-aller total. La personne, elle n'était pas bien déjà psychologiquement, mais il y avait aussi un niveau de pauvreté. Et donc, il y avait un laisser-aller généralisé. Elle mangeait très très mal, je pense notamment à une
qui avait 3 chats dans un petit appartement et qui avait le syndrome de Diogène. Donc elle accumulait tout ce qu'elle pouvait, les sacs, beaucoup de sacs et beaucoup de prospectus. Donc c'était une espèce de lutte permanente pour essayer de garder son intérieur en bon état. Et c'est vrai que vieillir quand on est riche, quand on est pauvre, c'est pas tout à fait pareil. Je me suis occupée d'une dame très 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 riche dans un coin de Paris très aisé. Et effectivement, la prise en charge, elle était au top, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une femme de ménage, il y avait moi, et il y avait tous les rendez-vous auxquels je l'amenais, de orthophoniste, de acupuncture. Enfin, c'était vraiment la prise en charge au top. Par contre, j'ai effectivement eu affaire à des gens pour qui je passais que 1 heure, parce qu'elles n'avaient pas plus d'argent pour que je passe davantage. Il y avait une partie qui était prise en charge par le CCAS, donc le département aussi, et donc la personne, en fonction de son niveau de retraite, abondait un petit peu aussi. Mais du coup, la prise en charge, elle était très légère, quoi. C'est-à-dire que je passais bien tous les jours, hein, mais je ne pouvais pas faire plus que ce que je faisais, et je prenais toujours le temps aussi de parler avec elle et de discuter, mais elle ne sortait plus du tout. Et voilà, son seul compagnon, c'était les chats et la télévision, quoi. Et elle aimait pas en plus que je fasse le ménage. Donc c'était une lutte permanente pour que ce soit un petit peu propre, et que l'inciter à se laver et à laver ses vêtements, etc. Donc oui, c'est très compliqué, d'autant plus quand on est en situation de précarité. Et j'ai envie de dire que même les EHPAD sont touchés par ces problématiques, en fait, de bas salaire, parce qu'il y a un turnover terrible aussi dans les EHPAD. Les personnes âgées ne se lavent pas forcément tous les jours. On ne peut pas les laver tous les jours, y compris dans des EHPAD où on paye dans les 5 000 € par mois, par exemple. Les personnes ne sont pas forcément habillées tous les jours, lavées tous les jours. Et la nourriture n'est pas forcément exceptionnelle, c'est pas forcément très très bon. Donc en effet, c'est urgent, c'est vraiment urgent. Et si on ne prend pas ça en compte maintenant, la bombe, elle va exploser d'ici 10 ou 20 ans, et on aura une société un peu triste. C'est un peu triste de se dire ça. Oui, bah, je parlais en termes de prise en charge des personnes âgées, parce que le chiffre va doubler. Donc, oui, voilà. On est d'accord sur la poussée démographique urgente, mais en fait on a su l'anticiper, on a su faire des statistiques, on n'a pas su la prendre en compte. Aujourd'hui, on est dans la possibilité de recruter dans ces métiers-là, quel que soit le métier concerné. Donc inévitablement, comme on ne peut plus recruter, on va être obligé de trouver des systèmes d'ajustement qui ne vont pas forcément être les plus performants non plus. Hein. On nous parle de mixer l'aide et le soin, de rapprocher les départements des ARS, de trouver des solutions un petit peu locales, mais qui ne vont pas suffire de toute façon. Et il n'y a pas très longtemps, là, j'ai entendu que une série de personnes qui étaient au chômage ont été amenées dans des EHPAD. Tout à fait. Pour leur proposer de venir s'occuper en tant que chômeurs de personnes âgées, et être amener les chômeurs directement sur le lieu. Et c'est dément, quoi. C'est dément parce que là on fait se rencontrer vraiment des gens qui vraiment pas forcément ni l'envie, ni les qualifications, ni les compétences. Et donc finalement derrière ça, il y a l'idée que tout le monde peut le faire. Ce qu'on va défendre, c'est la professionnalisation de toutes ces femmes qui sont silencieuses et dont il faut aider à faire un parcours qui les aide à avancer sur leurs compétences, et surtout pas aller sur de l'apprentissage rapide, sur de la mise en œuvre effectivement de gens qui cherchent de l'emploi. Mais ça va être difficile d'y arriver, ça va être difficile. Reconnaissance d'un métier, d'un salaire, d'un statut. Et je pense que les femmes du collectif vont saisir évidemment cette occasion en or pour pouvoir demander à savoir ce que chaque député compte faire pour ce sujet-là. Et bon, on sait que en général, avant les élections, tout le monde promet des choses exceptionnelles, mais n'empêche que
Voilà, il faut prendre les députés au mot et les politiciens leur demander justement là maintenant qu'il va y avoir des élections, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour ça et s'ils comptent ou pas mettre à l'agenda cette question-là comme parfois il y a d'autres sujets comme ça, je sais pas, je pense au hasard à la question de l'euthanasie ou à la question du droit de vote des étrangers, enfin il y a tout un tas de sujets comme ça qui reviennent souvent. Voilà, de toute façon une loi comme ça, soit on la fait en début de mandat, soit on la fait pas. C'est toujours pareil, c'est comme le mariage pour tous, etc. C'est toujours pareil, c'est des choses, soit on les fait, soit on les fait pas. Bon, Macron, lui, il a enlevé l'ISF. Bon, chacun a sa vie, hein, chacun a sa manière de voir la société. N'empêche qu'il faut quand même qu'il y ait une pression, qu'il y ait une pression de la société pour vraiment mettre à l'agenda ce sujet-là. Et j'ose espérer que le film permettra ça, en tout cas, puisqu'on en est à plus de 100 000 entrées maintenant. C'est pas mal pour un documentaire. Et en cette période. Moi, je veux réagir au dernier truc. Je trouve qu'il y a effectivement une très belle contradiction. Ce sont les mêmes qui s'opposent à toute loi sur l'euthanasie, qui sont incapables de mettre les moyens pour prolonger dignement la vie de ceux qui voudraient eux-mêmes décider de mourir. Il y a sans doute des contradictions à exacerber. Moi, je ne prends pas la problématique Baumel, puisque ça semble être une problématique dans le débat. Je plaisante. J'ai aucune illusion sur ce député. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que c'est la dimension humaine vécue qui le fait dépasser ou qui le fait le mettre en contradiction avec le libéralisme. Et ça doit nous interpeller parce que c'est sans doute une leçon à prendre pour le combat qu'on propose et qui est proposé aujourd'hui, et puis pour regarder comment on peut y avoir une intervention citoyenne sur ce domaine. Et sur l'intervention citoyenne, évidemment, il faut aller voir les députés. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est la cible privilégiée ou si ce sont les élus privilégiés. Moi, j'ai le sentiment, parce qu'eux aussi, ils ont une expérience sur ces dimensions humaines qui est bien plus réelle et bien plus concrète, je ne sais pas si ce ne sont pas les maires qu'il faudrait aller voir. Parce qu'eux sont confrontés directement à ça dans leur vie d'élu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir les députés, mais je crois que pour faire monter le mouvement citoyen, je trouve qu'il y aurait sans doute une écoute et une intervention plus importante des élus de ce côté-là que des côtés des députés. Alors j'entends, ils répondent pas. On a tous des expériences de syndicalistes, sans doute dans la salle, pour savoir qu'ils ne répondent jamais. Et que la seule fois où ils répondent, c'est quand on met 200 personnes dans leur permanence. Donc voilà, donc je ne sais pas si... Et dernière chose, il y a eu avancé dans le film l'expérience de Dieppe. J'imagine bien qu'il n'y a pas que cette seule expérience qui existe dans le pays. Et donc je trouve qu'il faudrait les mettre plus en avant, y compris pour donner confiance dans le combat. Oui, j'ai l'impression qu'effectivement, au niveau local, il y a plus de marge de manœuvre, évidemment. Et pour les maires, il faudrait attendre l'échéance électorale des maires pour pouvoir faire cette démarche-là. C'est pas encore tout de suite. Mais effectivement, je pense qu'à un niveau local, il y a possibilité de faire bouger les choses. Et il me semble que c'est le cas. J'ai fait un débat à côté de Cherbourg. C'était aussi le cas déjà, c'est-à-dire que la mairie avait décidé de mettre toutes ses auxiliaires de vie en CDI avec les chèques vacances, le 13e mois, etc. Et évidemment au détriment d'autres choses. Mais c'était un choix de la part de la mairie pour que la prise en charge se fasse au mieux. Sur Bonnel, vous aurez remarqué quand même qu'il a salarié cette personne et que tout le monde ne peut pas salarier à temps plein quelqu'un pour s'occuper d'une personne. Donc la question des revenus, elle est toujours là, hein, sur ce truc de santé à deux vitesses. Il se fait aussi dans les intérieurs, chez les gens, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur cette prise en charge de cette dame qui avait plusieurs domestiques, en fait, parce que j'étais un peu une domestique chez elle. Donc ça, oui, bien sûr. Mais effectivement, en tout cas, des initiatives et des alternatives aux EHPAD. Il y a des choses qui se font. Il y a aussi de la cohabitation
pour des personnes âgées dans un autre milieu que simplement ceux des EHPAD. Les EHPAD sont majoritaires, mais il n'y a pas que cet exemple-là, il y a aussi d'autres manières de vieillir. Mais c'est pas la majorité, évidemment, c'est toujours les expériences les plus positives restent à la marge, hélas, et ne deviennent pas majoritaires. Mais d'autres choses existent et une autre manière de traiter et de salarier les auxiliaires de vie est possible, bien sûr. Oui.